Hey! Hey! Micro-canap! Bienvenue à toi dans l'émission Micro-canap. Les applications de rencontres ont-elles changé notre manière d'appréhender les relations ? En effet, Tinder et les autres applications de rencontres se sont pleinement installées dans le quotidien de notre société et ça a bouleversé les codes des rencontres, mais aussi notre manière d'appréhender les relations. Mais concrètement, à quel point ? C'est la question que je veux évoquer avec toi aujourd'hui. Et pour évoquer tout ça, j'ai fait appel à Anne Chénaud. Bonjour Anne. Bonjour. Pouvez-vous expliquer votre profession aux auditeurs ? Alors, je suis psychologue psychanalyste. J'ai eu un cabinet libéral pendant une 20aine d'années. Maintenant, je suis à la retraite et je fais de la formation. Et vous avez donc exercé à Poitiers ? Voilà, tout à fait. Et j'ai aussi fait appel à Angéline. Bonjour Angéline. Bonjour. Donc toi, tu es ici pour témoigner, notamment donc parce que tu as rencontré ton petit ami sur Tinder. Voilà, c'est tout à fait ça. Super, merci d'avoir accepté de venir parce que c'est quelque chose quand même que tout le monde n'est pas prêt à faire, donc merci à toi. Avec grand plaisir. Je vais revenir donc dans le vif du sujet. Rares sont celles et ceux qui ne se sont pas inscrits au moins une fois dans leur vie sur une application de rencontre, quelle qu'elle soit. C'est devenu normal, entre guillemets, de se rencontrer virtuellement, à tel point que le terme IRL, in real life, donc dans la vraie vie, est né. Quand j'en discute autour de moi, les avis sont mitigés concernant l'utilisation de ces applications. Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce qu'on rencontre vraiment l'amour de sa vie ? Et les chiffres ne mentent pas. Selon Statista, donc c'est un site de statistiques issu de données d'instituts d'études de marché et d'opinion, 1/4 des Français ont rencontré leur partenaire sur Internet en 2022. Anne, comment vous expliquez que les applications et que les sites de rencontres sont autant acceptés par notre société et autant utilisés depuis les années 2000 ? Alors là, comment l'expliquer ? Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est facile. Ça protège des rencontres réelles. Donc, il y a des personnes qui peuvent avoir peur aussi des rencontres réelles. Et voilà, ça donne un champ des possibles infini. Et ça, effectivement, ça peut attirer les personnes. Mais pourtant, beaucoup considèrent que ces applications de rencontres, elles sont déshumanisantes. Elles sont ce qu'on en fait. C'est un outil, une application de rencontre. C'est comme Internet, c'est comme tous les outils de la technique. Donc, déshumanisante, pardon, je ne sais pas si c'est le bon terme. Par contre, c'est des rencontres virtuelles. Et donc, c'est pas la même chose qu'une rencontre réelle. Et peut-être que quand on est... Alors ça, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas de cette génération, donc je n'ai pas de retour sur ça. Mais peut-être que quand on est inscrit sur une application de rencontre, on a moins de temps pour les rencontres réelles, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être une tendance. Oui, Angéline, peut-être que tu peux nous partager justement, toi, comment tu as vécu ton inscription à Tinder, par exemple, cette application. Ah, d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Tinder, juste avant que tu répondes, je vais expliquer. C'est une application de rencontre où on a la photo de quelqu'un, par exemple, avec une courte description. Si on aime cette personne, si on la trouve attirante, physiquement ou dans la description, donc ça peut être intellectuellement ou autre, on glisse la photo vers la droite. Là, ça veut dire qu'on l'aime bien. Si la personne aussi nous a aimé en retour, on a un match et on peut discuter. Si on l'aime pas, on glisse la photo vers la gauche. Là, ça veut dire qu'on refuse de discuter avec l'autre personne. Le fait de glisser la photo vers la gauche ou vers la droite, ça s'appelle swipe. Voilà. Donc Angéline, toi, tu as rencontré ton copain sur Tinder. Pourquoi tu es allée sur Tinder et comment tu as vécu justement ce côté virtuel ? En fait, avant de rencontrer mon copain, je fais partie de la génération qui utilise énormément ces applications de rencontres et je l'ai installée il y a quelques années, soit pour m'amuser avec mes amis, parce qu'on voulait voir, il y a aussi cette certaine partie qui fait que quand une personne va nous aimer, on se sent aimé et on se sent apprécié, ça nous donne une certaine prestance autour de nous et on se dit, ah ben tiens, je plais à énormément de gens.
Donc au départ, c'est vrai qu'il y a quelques années, je l'avais vraiment installé pour ce principe-là avec mes amis de voir qui c'est qui pouvait avoir le plus de matchs, etc. Il n'y avait pas du tout ce côté où je cherchais. Et moi, avant de rencontrer mon copain, je faisais partie de ces personnes-là qui pensaient que rencontrer une personne stable sur un site de rencontre n'était pas possible. Parce que j'avais toujours eu cette version des sites des rencontres où c'était pour un soir ou pour s'amuser. Et donc, je faisais vraiment partie de ces personnes qui pensaient que ce n'était pas possible. Et j'ai vécu beaucoup de choses, même si j'ai 21 ans, avec la jante masculine qui ont fait que le fait de parler justement en vrai m'a bloquée. Et donc, je me suis dit que je voulais avancer et rencontrer quelqu'un. Et je me suis dit, si je ne peux pas le faire en vrai, pourquoi pas utiliser ces sites ? Et donc, il y en a plusieurs qui font qu'on peut mettre, par exemple, si on est intéressé que par des relations sérieuses, que par des relations d'un soir, que pour juste faire des rencontres amicales. Et donc, on peut choisir, en fait, toutes ces sortes-là sur ces sites. Et moi, j'ai mis que je voulais me mettre en couple pour quelque chose de sérieux. Donc, déjà, ça va filtrer un peu les personnes qu'on peut rencontrer. Et je suis partie du fait que ça ne marcherait pas. Je suis vraiment partie de ce fait de j'essaye, mais de toute façon, ça ne marchera pas parce que pour moi, c'est vraiment des relations qui ne durent pas. Et le fait de choisir ce côté où je choisis cette personne juste avec sa photo et cette petite bio qu'il met et je ne connais rien d'autre de cette personne. Et en fait, la personne met la photo qu'il veut de lui, qu'il ne représente pas forcément qui il est dans la vraie vie. Ça peut être se cacher derrière ça aussi. Donc voilà, j'avais tout ce côté-là qui me disait, est-ce que vraiment ça va marcher ? La personne que je vais rencontrer, est-ce qu'elle va me correspondre ? Et en fait, là, je l'ai fait il y a un mois et en même pas une semaine, j'ai rencontré donc, mon copain qui est à l'heure d'aujourd'hui mon copain. Et ça s'est super bien passé. Et lui aussi, en tant qu'homme, parce qu'on a cette version aussi de comment la femme le voit et comment l'homme le voit. C'est une généralité, en tout cas, de ce que nous on ressent. De lui aussi penser que ce n'était pas possible de rencontrer une personne stable sur un site de rencontre. Donc on a tous les deux été surpris sur le fait de s'être rencontrés tous les deux et de se correspondre autant, alors qu'en soi on a juste aimé une photo de l'un et de l'autre, parce qu'en plus moi je crois que je n'avais même pas de bio. Et donc c'est vraiment ce côté de on s'est retrouvés tous les deux avec autant de de compatibilité, et alors que de base on a vraiment cliqué sur une photo qui correspondait à la personne. Donc j'ai trouvé ça assez extraordinaire de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça sur un site de rencontre et que ça marche, parce que je ne pensais pas ça possible. Je suis allée sur Tinder là les 2 derniers mois pour essayer de trouver des témoignages et aussi du coup faire des interviews via Tinder. Quand on pousse et quand on pose des questions, ils sont là, oui, j'ai pas le temps, je sais pas, je fais jamais de rencontres, ou quand j'en fais, il y a pas d'alchimie. Toi, ton copain, vous vous êtes rencontrés au bout de combien de temps, après combien de discussions sur Tinder ? En fait, on est très vite passé par d'autres sites, surtout d'autres sites, donc Instagram, Snapchat, tout ça, pour discuter beaucoup plus facilement, parce que je trouve que parler sur le site de rencontre, c'est très compliqué. En fait, je pense qu'il est construit pour vraiment swiper, comme tu as dit, mais après, la discussion en soi, comment elle est mise, les notifications qu'on va recevoir et tout, je trouve que c'est assez mal fait pour ma part. Donc du coup, on est très vite passé par d'autres sites internet et on a parlé 24 heures sur 24, je pense, pendant 4 ou 5 jours. Et on s'est rencontrés tout de suite après. Ça faisait même pas une semaine qu'on se parlait, mais parce qu'il y avait vraiment cette envie de l'un et de l'autre de franchir la barrière du réel qui était présente. Et parce qu'on s'est rencontrés, du coup, on ne se connaissait pas du tout avant. Est-ce que tu dirais que tu as eu de la chance de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes attentes que toi ? Parce que c'est vrai que moi, l'expérience que j'ai eue sur ces 2 derniers mois là sur Tinder, c'est qu'il n'y a pas de rencontre. Donc finalement, tu déroges un peu à la règle. Mais énormément. Enfin, comme moi je disais, avant, j'y croyais pas non plus. Et en fait, ce qui m'a encore plus choquée, ce qui me choque encore à l'heure actuelle, parce que ça fait très peu de temps qu'on est ensemble, c'est le fait de... En fait, moi, je dis que j'ai rencontré mon double parce que vraiment, on se correspond en tout point sur tout ce qu'on veut pour le futur. Alors que, vraiment, on part juste d'une photo. On part juste d'une photo qu'on a likée et de se dire, mais j'ai rencontré une personne qui peut me correspondre en tout point juste avec la photo que j'en ai fait. J'ai trouvé ça extraordinaire. Même encore maintenant, on se dit, mais comment c'est possible qu'on se soit rencontrés tous les deux par ce site-là ? On n'en revient pas, en fait. Enfin, vraiment, c'est... Je pense que c'est rare. Dans moi, toutes les personnes que je peux connaître de mon entourage... J'en connais pas ou très très peu qui ont fait une vraie rencontre sur un site internet, que ce soit homme ou femme.
Anne, je voulais juste revenir sur le côté où les applications de rencontres ont démultiplié en fait les manières de pouvoir se rencontrer. Avant, c'était au bar, au travail, au sport, etc. Là, ça a rajouté une variable au type de rencontre possible. Est-ce que ça n'aurait pas compliqué les choses finalement, surtout après le témoignage d'Angéline ? Elle est compliquée dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, comme c'est facile et comme il y a la protection de l'objet technique, de l'interface de l'application, eh bien, ça peut inciter à s'enfermer aussi dans ce genre d'application. Surtout que cette histoire de switcher, cette histoire d'être liké et de rechercher une bonne estime de soi à travers ça, ça peut provoquer une addiction à ce genre d'application. Oui, d'ailleurs, j'ai des questions par rapport à ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Oui. J'ai surtout aussi envie de rebondir sur le fait qu'il y a des cases à cocher. Je vois, là, donc, sur les 2 derniers mois que j'ai passés sur Tinder, c'était si tu n'es pas féminine, si tu n'es pas drôle, swipe pas à droite, etc. C'était vraiment beaucoup de critères et de cases à cocher. Avec votre analyse, pouvez-vous nous dire si c'est sain et sans danger de fonctionner de cette manière-là ? C'est surtout totalement illusoire à mes yeux. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est le plus important dans une relation ? C'est quand même, à mes yeux, en tout cas, la qualité de la relation. Et le fait d'avoir des goûts en commun ne garantit absolument pas ça. On peut très bien avoir les mêmes passions et ne pas s'entendre au niveau relationnel. La qualité de la relation, ça me semble être quand même quelque chose de fondamental. Et il me semble que c'est ce que tu as trouvé, Angéline. Donc, quand 2 personnes se trouvent comme ça, même si elles n'ont pas de cases cochées de choses en commun, eh ben, elles vont en trouver. Parce que d'abord, on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble, c'est-à-dire qu'on peut avoir des goûts différents, hein, ça ne nuit pas au couple. Et on a aussi envie, quand on est en couple et quand on est dans une relation vraiment fluide, d'avoir des moments partagés, et on les cherche et on les trouve. Vouloir absolument que quelqu'un coche des cases, ça peut potentiellement fermer les portes à des rencontres inattendues et à de belles rencontres. Complètement. Cocher des cases, est-ce que ça a un impact sur notre manière d'envisager le couple ? Bien sûr, parce que ça crée des attentes tellement spécifiques que l'altérité, de toute façon, elle crée de la différence. L'autre, il n'est jamais exactement comme on voudrait qu'il soit. C'est un principe, enfin. Donc, comment on va accepter le fait qu'il ne coche pas toutes les cases, par exemple ? Et on risque de rejeter la personne parce qu'elle ne coche pas toutes les cases. On va être frustré, on va être énervé. Exactement. C'est le fondement de l'insatisfaction, en fait, quelque part. Vous commencez à en parler tout à l'heure. Maintenant, on a évoqué le fait de cocher des cases, que ça peut faire ressentir un sentiment d'insatisfaction. Donc, qu'est-ce que c'est une relation saine ? La relation saine, c'est la relation qui est respectueuse de l'autre, déjà. Ça, c'est la base. Et fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gêne. L'autre se sent libre de parler, de dire ce qu'il est authentiquement, sans peur d'être critiqué, d'être jugé. Et donc les choses sont fluides, les choses sont libres, chacun se sent libre et respectueuse. Ce que j'entends par là, c'est que quand la personne, elle dit non, c'est entendu, quoi. Hein. Et sans jugement. Et sans jugement. Et qu'on est dans la recherche d'un terrain d'entente, pas dans vouloir que l'autre change d'avis. Vous avez écrit un livre, Anne, qui s'appelle « Déverrouiller la connaissance de soi ». Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la thématique de ce bouquin ? Parce que je pense que ça pourrait avoir un lien avec notre discussion d'aujourd'hui. Oui. Alors, dans ce livre, je pars du principe que quand on veut comprendre ce qui se passe dans notre propre vie, il est important de savoir certaines choses sur le fonctionnement de l'humain. Parce qu'il y a des choses, c'est ce qui nous fait réagir à certains événements d'une certaine façon. Et donc, je présente un certain nombre de caractéristiques de notre fonctionnement humain. Et ça rejoint la qualité de la relation. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des postures relationnelles qui font que quand on est, par exemple, sous l'influence de son ego, eh ben, on va avoir une relation avec autrui qui risque de ne pas toujours être respectueuse.
Cette relation d'égal à égal, vous l'évoquez dans votre livre. En quoi cette relation d'égal à égal, elle est importante et même bénéfique au quotidien? Eh bien parce qu'on se sent bien, tout simplement. On se sent bien parce que les désaccords, parce que je disais que des désaccords sont liés à l'altérité, donc ils sont inévitables dans une relation de couple, dans une relation entre parents-enfants, un couple amical aussi. Et donc, les désaccords ne virent pas au conflit, tout simplement. Parce qu'un conflit, c'est quand il y a un dominant et un dominé et que l'autre cherche absolument à faire en sorte que l'autre pense comme lui et change d'avis. Un conflit, souvent, il se résout par le fait qu'il y en a un qui va... on va faire des compromis. Mais le problème, c'est que souvent, quand on est dans cette dynamique-là, on a souvent l'impression que nous, on fait plus de compromis que l'autre. Oui. Alors que moi, j'aime bien la notion de chercher un terrain d'entente, parce que quand on a trouvé un terrain d'entente, les deux sont contents, en fait. Et la qualité de la relation, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Vous évoquez aussi la notion de miroir. Il y a quelque chose qui se joue dans le miroir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, sur le stade du miroir, oui, le fait qu'on se construit, nous, l'humain, c'est une de nos caractéristiques que je développe effectivement, c'est qu'on se construit sur un message paradoxal. L'enfant, quand il commence à se reconnaître dans un miroir, à comprendre qu'il est une personne, il n'est pas fou, hein, il a beau être tout petit, il sait qu'il est dans les bras de son parent, mais on lui dit « Regarde, tu es là, dans le miroir, là où il n'est pas. Hein ». Et comme l'enfant a une confiance absolue, bien sûr, dans la parole de son parent, eh ben, il construit son sentiment, son identité avec l'idée qu'il est à la fois dans les bras de son parent et en même temps dans le miroir. Donc, cette image dans le miroir, elle le représente, c'est une représentation globale de soi et c'est l'embryon de l'ego. Et quand les parents accordent plus d'importance à l'enfant, à l'image de l'enfant qu'à l'enfant réel, eh ben, l'enfant fait pareil. Il se regarde, il se juge, lui, dans le miroir. Il est dans le miroir. Et il va être en relation avec les autres via le miroir. Ce qui fait que, pour sa bonne estime de soi, il va avoir envie d'avoir des compliments. Parce qu'après lui avoir dit « tu es là », il y a des jugements qui arrivent. « T'es beau, t'es nu, qu'est-ce qu'on va faire de toi, t'es le plus fort ». Et selon les jugements, l'enfant se sent soit être quelqu'un de bien, soit un moins que rien. Le complexe de supériorité, le complexe d'infériorité sont dans le miroir. Et donc, les relations qui ne se passent pas bien, souvent, elles sont liées justement au fait que la personne est trop dans l'ego et qu'elle ne peut pas être dans son être. Et dans l'être, il y a quelque chose de fondamental qui permet la relation de qualité dont je parlais tout à l'heure. C'est les 4 exigences fondamentales qui sont humaines. C'est-à-dire le sens, on veut que les choses aient du sens. La justice, on veut que les choses soient justes. La paix, on a envie que les choses soient paisibles. Et l'amour d'autrui, au sens large de l'amour qui fonde l'empathie, l'amour d'autrui. Je vais revenir sur les relations qui débutent sur Internet, après cette explication de cet effet miroir. Le problème avec les applications de rencontres et les sites de rencontres, c'est que tout se base sur une image, et Angéline, tu l'expliquais très bien tout à l'heure. Ça peut parfois fausser le jugement, car on ne connaît pas la gestuelle de l'autre, ni ses intonations. C'est stressant. Est-ce que ça peut endommager la confiance en soi ? Forcément. Parce que quand on est focalisé sur l'image, sur l'apparence, donc sur l'ego, hein, puisque c'est cette représentation globale, notre image nous représente, hein, quand on focalise sur ça, on n'est pas dans son être. On n'est pas connecté à ses exigences fondamentales, ce qui fait qu'on est à la merci des jugements des autres. Donc s'il swipe, c'est ça, à gauche, ça nous fait plonger. S'il swipe à droite, s'il y a plein de swipe à droite, ça fait monter la bonne estime de soi. Donc en fin de compte, on ne peut pas avoir une bonne estime de soi quand on est dans ce rapport à soi-même. À un moment donné, dans ces 2 mois sur Tinder, il y a un garçon où moi j'ai swipé à droite en me disant bon, ça m'est égal, qu'on n'ait pas du tout l'air du même monde, etc. Il faut que je pose des questions. Il y a un match et on se met à échanger 2 messages. Au bout de 2 messages, il me dit on se voit. J'étais enfin surprise que quelqu'un sur Tinder dise on se voit. Et je dis oui, d'accord. Il me propose qu'on aille chez lui un mardi soir sous prétexte qu'il a une piscine et de l'alcool. Moi, je dis bah non, je préfère les rencontres dans un lieu public. Ce à quoi il répond ah bah t'as raté le coche, ma belle, ou t'as raté le train. Et il a supprimé le match.
Une femme n'a pas forcément envie d'aller chez un homme qu'elle ne connaît pas. Donc, la question de confiance en soi, à ce moment-là, je pense que moi, j'y allais pas pour rencontrer quelqu'un à ce moment-là, donc ça ne m'a pas touchée. Mais n'importe qui pourrait être touché par ce genre de réaction si cette personne, si on est sensible. C'est pas une question de sensible. C'est si on y accorde trop d'importance. Hein, et c'est ça ce qui se passe quand on se juge soi-même, quand on s'évalue soi-même via le miroir ou via l'ego, eh bien, on est à la merci du jugement des autres. Alors que quand on est centré sur soi-même, son être et ses exigences fondamentales, ben même quand il nous arrive des choses comme ça ne nous dévaste pas. On va plutôt remettre les choses à leur place en disant non mais lui il est complètement à l'ouest quoi. Hein, il se rend même pas compte qu'une femme va pas aller comme ça chez un homme parce qu'il y a une piscine et de l'alcool quoi. Ça t'a fait sourire aussi Angéline. Qu'est-ce que t'en penses de cette situation? Ben, moi, déjà, le fait que l'homme, comme tu as dit, ne comprenne pas que déjà, il parle à une femme. Même si on avance, la femme est quand même toujours dans le danger de rencontrer un homme seul chez lui et en plus qu'il nous dise qu'il y a de l'alcool. Donc, ça veut dire que l'homme pourrait penser qu'on serait influencé par l'alcool et de ce qu'on pourrait ingérer. Donc ça, déjà, je trouve ça très surprenant. Et moi, ça a été justement la question que s'est posée avec mon copain de la première rencontre, quand je lui ai dit que moi, je voulais le rencontrer dans un endroit public où il y avait du monde et que si dans cet endroit, il y avait un endroit un peu caché, que moi, je voulais pas aller là parce que justement, je voulais toujours être vue et qu'on me voit. Et moi, pour le coup, j'ai vécu l'inverse de toi où il a complètement compris parce qu'il savait à quel point la femme pouvait être en danger à l'heure actuelle et de se mettre à la place de ce que moi, je pouvais vivre. Et je trouve qu'on a vraiment les deux inverses. On a vraiment les garçons qui vont totalement comprendre et totalement se mettre à notre place et ceux qui en ont rien à faire et qui vont tout de suite arrêter et parler avec quelqu'un d'autre parce qu'il y a aussi cet effet sur le site internet, enfin sur le site de rencontre de il y a tellement de possibilités avec tellement de femmes que si elle a dit non, j'en ai rien à faire parce qu'en fait, il y en aura 10 000 derrière. Donc il y a aussi ce truc de la facilité de dire elle veut pas, tant pis. Alors que dans la rue, déjà, il y a ce truc du je vais aller parler avec la personne, donc il faut que je prenne le courage et tout, je le ferai pas 10 fois dans la journée. Alors que si sur le site internet, c'est facile de se dire elle veut pas, je vais aller voir les prochaines. Donc ce côté un peu déshumanisant, comme tu disais tout à l'heure, je comprends un peu de cette définition. Et Anne, vous acquiescez, vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Angéline? Oui, c'est l'ego, c'est voir midi à sa porte. Hein, donc selon lui, l'usage qu'il a du réseau de rencontres, on voit tout de suite quel usage il en a, quoi. C'est tout. Ça éclaircit les choses, si je puis dire. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, les applications de rencontres, elles rendraient le mensonge plus facile et elles sont accusées d'encourager la tromperie puisqu'elles ont une part non négligeable d'utilisateurs dont le cœur est déjà pris. Est-ce que, selon vous, les applications de rencontres peuvent exacerber ce qui était déjà bel et bien présent en fait, dans notre quotidien, dans le monde physique? Je pense que oui. L'image ne dit pas tout de nous. Hein. Notre nom aussi nous représente. Hein. Donc l'ego, c'est l'image, mais c'est aussi notre nom. Et on a cette dualité psychique qui fait que on n'est pas dans le même rapport au langage selon qu'on est dans le miroir ou selon qu'on est dans son être. Et de ce fait-là, on peut mentir. Donc dans les relations réelles, on le sait, hein, tout le monde le sait. On n'a pas le non-verbal, en fait, avec les applications. Donc, c'est beaucoup plus facile de mentir, en fait. Est-ce que ça peut exacerber à ce point-là les personnes qui tendent vers le mensonge? Est-ce que ça peut leur permettre de pratiquer, en fait, leur manière de mentir? Moi, c'est la question que je me pose. On peut faire tellement de rendez-vous et on peut essayer. Je pense que pour ces personnes-là, c'est un terrain de jeu. Hein. Alors, cette émission sort en 2 parties. Pour écouter la suite, rendez-vous jeudi prochain sur toutes les plateformes de streaming. Merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast sort en version vidéo sur YouTube, mais aussi en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à suivre Microcanap sur Instagram et TikTok. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Microcanap!